Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer ce conseil communautaire. Dès que René Avril sera assis. Bien, et commencer par l'appel avec Patrick Romestin. Il y a un certain nombre de micros qui sont ouverts au fond. Vous avez dû appuyer dessus en vous installant. Vas-y, Patrick. Allez, ok. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil. Simone Christin Lafont a donné pouvoir à Nicole Giraudon. Jean-Claude Garde a donné pouvoir à Jean-Maxence Demonchy. Quentin Paquet. Robert Rogeff. Anne Jean-Jean en retard. Clément Gaumont. Claudine Cour. André Gay. Thierry Deville. Hervé Bru. Christine Bertin. Serge Derory a donné pouvoir à Michael Miomandre. Frédéric Serret. Marie-Thérèse Giry a donné pouvoir à Alban Fontenil. Sylvie Genebrier. Alféo Guillotot. Valérie Goudfard. Pierre Giraud. Patrice Couchot. Marc Pellardi. Christiane Brojari. Roland Bost. Georges Thomas. André Barthélémy a donné pouvoir à Dominique Guillain. Karine Gambray. Karine. Michel Jassler. Pierre Barthélémy. Yannick Touran a donné pouvoir à Thierry Hareux. Christian Cassoulot, remplacé par Pierre-François Chaud. Christophe Détrat. Christophe. Dominique Guillain. Valérie Alvic. François Forcher. Jean-Philippe Montagne. Pascal Roche. Serge Grandjean. Thierry Chavaran. Bernard Tranchant. Marie-Gabrielle Pfister. Thierry Missonnier. Oui, a priori, c'est 50 ans aujourd'hui, donc on peut expliquer. Ça s'explique peut-être. Ok, mais on ne le dira pas. Patrick Romestin, présent. Alain Limousin. Merci. Roland Bonnefoy. Thierry Gouby. Pierre Verdier. Georges Boncompin. Daniel Dubost. René Avril. Bernard Coutançon. Christophe Basile. Présent. Christiane Bayet. Abderrahim Bentayeb. Jean-Yves Bonnefoy. Pierre Contrino. Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Cindy Giardina. Bernard Cotier. Catherine Doublet. Jean-Marc Dufix. Jean-Paul Forestier. Cindy Giardina. Martine Grivillers a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier. Cécile Mariette. Gérard Vernet. Martine Matra. Stéphanie Fayard. Julien Degout. Gérard Barou. Michel Robin remplacé par Jocelyne Barrier. Pierre Garbil. Monique Ray. Christelle Masson. Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland. Patrick Ledieu. Joël Épinard remplacé par Rémi Rizan. Marc Archer. Rachel Meunier-Favier. David Sari. David. Michel Jourjon. David Buisson. Frédéric Millet. Nicole Giraudon. Jean-Luc Daval-Pommier. Evelyne Chouvier. Paul Duchamp. Olivier Joly. Jean-Pierre Bras, a donné pouvoir à Hervé Bru. Jean-Baptiste Chaussy. Béatrice Dauphin. René Françon. Flora Gauthier a donné pouvoir à j'ai oublié le prénom. Ghislaine Poyet, pardon. Alain Laurendon. Nathalie Legal. Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon. François Madvet. Pascal Pelou. Ghislaine Poyet. Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet. Gilles Thomas a donné pouvoir à Paul Duchamp. Éric Lardon a donné pouvoir à Marcel Jouara. Martine Charles. Marcel Jouara. Stéphane Villard. Rambert Paillard. Jean-Marc Dumas a donné pouvoir à Julien Degout. Christian Soulier. Annie Ostar. André Gachet. Jean-Maxence Demonchy. Frédéric Pugnet. Pierre Drevet. Michael Miomandre. Jean-René Jondel remplacé par Marie-Pierre Barou. Jean-Marc Grange. Marie-Thérèse Gagnère. Christophe Breton a donné pouvoir à Thierry Gouby. Julien Ronzier. Yves Martin. Patricia Carrette. Thierry Hareux. Nicole Pinet. Gérard Peslon. Alexandre Palmier a donné pouvoir à Robert Rogeff. Yves Duport. Hervé Béal.
Jean-Paul Tissot, remplacé par Sylvie Chevalier. Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci Patrick. Deux petites précisions. Pierre Giraud arrive dans 15 minutes et Éric Lardon a repris du poil de la bête puisqu'il est maintenant à nouveau en visio régulièrement au bureau et peut-être un jour, bien évidemment, va nous rejoindre au conseil communautaire. Mais c'est en bonne voie. Je crois savoir que François Forchet était volontaire pour être secrétaire de séance. Et est-ce qu'il y aurait des questions sur le procès-verbal du conseil communautaire du 9 juillet 2024? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le micro de Gérard Vernet est en route. Le 141. C'est qui le 141? Evelyne? Oui, c'est bon. Il est en rouge. Qui? Voilà, il est éteint. Alors, on va commencer tout de suite par le PADD et je laisse la parole à Patrick Ledieu. Merci, Président. Bonsoir à tous. Faire de l'humour sur le PLUI, c'est pas tout à fait facile. Mais bon, on va essayer d'alléger la chose quand même. Qui a dit on garde le meilleur pour la fin? PLUI. Donc, débat sur les grandes orientations du PADD, c'est à peu près le travail que nous avons tous effectué dans les conseils municipaux il n'y a pas si longtemps. Donc, même mode d'emploi, pas de vote à l'issue, mais un échange tout au long de, après la micro-présentation que je vais pouvoir vous faire. On avance sur le petit diaporama. Et je vais vous proposer la procédure d'élaboration du PLUI très succinctement pour se la remettre en tête avec, vous savez, le diagnostic. Et là, on a démarré en décembre 2022, qui était tout simplement un état des lieux et qu'on a réalisé, vous vous en souvenez, lors d'une batterie de réunions de secteur. On est là sur le PADD qui est l'étape 2 et qui va déterminer les grandes orientations. C'est un peu le projet, c'est même le projet politique de ce PLUI qui va donc définir les grandes orientations que nous allons suivre. Ensuite, en découleront les pièces réglementaires qui devront coller à ce PADD bien sûr et qui seront par définition opposables. Suivra l'arrêt du projet. Je rappelle que l'arrêt du projet, c'est on fige les choses. La procédure est pas arrêtée. On fige les choses et ensuite, ce qui valide le travail effectué, c'est bien l'approbation en conseil communautaire. Donc, diagnostic, PADD, pièces réglementaires, arrêt du projet et approbation. Entre l'arrêt du projet et l'approbation, on revient vers les communes et on a les PPA qui se prononcent. Projet d'aménagement et de développement durable. Le PADD, ça fait partie des documents qui constituent le PLUI avec le rapport de présentation. C'est ce que l'on établit en début de démarche. S'ensuit le PADD, les OAP, le règlement, le plan de zonage, ça c'est ce qu'on va pouvoir voir bientôt sur chaque commune, et puis les annexes. Le PADD, c'est la composante importante du PLUI. Il va donc, on le disait tout à l'heure, déterminer les grandes orientations du territoire pour les 10-15 années à venir. Et il devra répondre bien sûr aux enjeux du territoire identifiés avec les élus en 2023. Il doit s'inscrire dans le cadre législatif et juridique, ça aussi on l'a vu, comme l'ensemble du projet de PLUI. La loi s'impose à nous et on a pu se rendre compte que la loi climat et résilience notamment était quelque chose qui venait percuter assez fortement la démarche d'élaboration de ce projet de PLUI. Et puis, ce PADD doit permettre bien sûr aux habitants de mieux comprendre le projet
communautaire. Je le disais tout à l'heure, c'est le projet politique, c'est un peu la philosophie, le fond de ce projet de PLUI. Les débats sur les grandes orientations, eh bien, on l'a vécu dans les 87 conseils communaux. On a pu en avoir les retours de ces débats sur les grandes orientations du PADD en conseils communaux. On s'est fait la réflexion et on a pu échanger ensemble sur le sujet, notamment lors de la conférence des maires, et où on a pu voir que ce qui revenait des conseils communaux était à peu près la même chose de ce qui était ressorti des réunions de secteur. Donc à ce stade, on ne va pas examiner en détail un document finalisé, mais bien discuter des grands objectifs du projet politique de ce PADD. Pas de vote, donc, je le disais tout à l'heure, ni d'approbation, mais une restitution des discussions dans le procès verbal de la séance. Le PADD pourra être complété, amendé tout au long de l'élaboration du PLUI. Ce n'est pas un document tout à fait figé. Un nouveau débat ne sera nécessaire que si les grandes orientations déjà débattues sont ensuite remises en cause. Alors, où en est-on dans la démarche? Vous voyez, il y a déjà du chemin de parcouru depuis le début de l'année et vous le savez, pour ceux qui étaient à la conférence des maires, ça va encore accélérer un peu sur 2025. Aujourd'hui, les 87 conseils municipaux ont débattu sur le sujet du PADD. On est en conseil communautaire pour faire ce même travail et ensuite, nous retournerons sur les secteurs pour ces réunions et appliquer les règles qui régissent l'urbanisme et la codification urbanistique sur le zonage. Donc là, on abordera là les grands principes du zonage. Ensuite, on aura une conférence des maires et puis les rendez-vous communaux pourront commencer autour de la V0 du plan de zonage, avec une réunion des personnes publiques associées prévue le 10 décembre 2024. Sur la structuration du PADD, j'ai vu que vous avez un dossier qui est quand même assez épais. On a tous une pochette sur la table qui est très très bien garnie et à 90%, ça concerne des éléments constitutifs de la démarche PLUI, dont le PADD. La structuration du PADD, elle se fait autour d'axes, de grands axes, 4 grands axes qui vont... alors, 4 grands axes qui sont autant de vœux pieux, hein, si on en prend l'énoncé. L'exemple qui est pris ici, c'est faciliter les modalités et développer des modes de déplacement plus durables, qui pourraient être contre. Après, si on ne veut pas que ça reste un vœu pieux, ben, il faut commencer à le décliner en objectifs et en actions qui vont pouvoir le préciser. C'est ce qui est fait ensuite, avec ici, toujours dans cet exemple, renforcer le maillage mode actif du territoire et favoriser l'intermodalité avec un certain nombre d'éléments qui sont proposés. Sur les enjeux du PADD, donc on disait tout à l'heure, 4 grandes thématiques qui sont ressorties du travail sur les enjeux menés en 2023. Effectivement, on n'a pas sorti ces thématiques de la manche. C'est réellement ce qui est sorti des réunions de travail en réunion de secteur. On a posé 4 axes, donc l'économie et l'emploi, les ressources, l'eau notamment, l'habitat et la modalité. Ces 4 thématiques sont finalement les 4 axes structurants du PADD. L'axe 1, conforter le dynamisme économique et la création d'emplois en répondant aux besoins du territoire et en préservant ses atouts. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être contre. C'est des vœux pieux qui vont dans le bon sens.
Axe 2, garantir aux habitants un cadre de vie de qualité et un habitat désirable et durable pour tous. Axe 3, faciliter les mobilités et développer des modes de déplacement plus durables. Et axe 4, préserver les ressources du territoire et prendre en compte les enjeux environnementaux. Et chacun des axes est décliné en grandes orientations qui sont soumises au débat. Autre chose. Les grandes orientations qui sont soumises au débat. C'est là. Et c'est là. Il faut débattre. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve pas à la fin de l'ordre du jour, parce que à la fin, c'est les meilleurs qu'on y retrouve. Voilà. Non, mais plus largement, au-delà de ce qui va structurer sur le fond, ce PLUI, ce projet actuel de PLUI à 87, il faut dire que depuis le projet de PLUI à 45, il s'est presque écoulé 10 ans, je crois. Hein. Il s'est écoulé 10 ans pratiquement. Et donc le PLUI, notamment pour les 45 communes qui en sont dotées aujourd'hui, c'est plus quelque chose de nouveau. Et pour les 42 autres, pas vraiment non plus, puisqu'elles ont participé aux travaux et ont pu se positionner, ont pu voter, ont pu donner leur avis à chaque fois sur ce PLUI à 45. C'est un PLUI à 45 finalement qui a été amendé par 87. Et donc aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on étend un petit peu la voilure et que l'on passe à 87. Donc pour certains, pour beaucoup, ça a un goût de déjà vu. Pour d'autres, c'est un petit peu plus nouveau, mais je ne crois pas que pour quelqu'un, ça soit quelque chose de tout à fait nouveau ou d'inconnu. Et venant de terminer ces débats en conseil communaux, j'imagine qu'on a peut-être quelques questions, quelques précisions, quelques échanges à faire entre nous. Oh, c'est magnifique, hein, Président. Moi, on va gagner un peu de temps, mais je pense qu'il va aller vous chercher. Thierry Goubi. Ah. Merci Thierry. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, je me dévoue, il en faut un, mais j'espère que ça amorcera la pompe pour que chacun puisse s'exprimer, vu que c'est un débat. Je suis parti sur l'écoute des verbes de ce PADD. Conforter, maintenir, valoriser, préserver, garantir, faciliter, renforcer, adapter, contribuer, réduire, protéger, encourager, favoriser et sans doute bien d'autres. On perçoit une volonté d'infléchir et de faire évoluer notre cadre de vie, tout en y allant parfois de manière très douce. Et pourtant, ce PADD va se traduire par des règles d'urbanisme qui s'imposeront, seront précises et parfois difficiles à appliquer. Suite au débat en conseil municipal, voici quelques éléments qui pour moi illustrent ou éclairent encore des points flous. Le cadre de vie me semble prioritaire sur le développement économique et j'aurais aimé nous aurions aimé d'ailleurs, qu'il soit positionné en premier. J'aime bien, il n'y a peut-être pas une hiérarchie entre le 1, le 2, le 3, mais je pense quand même que c'est intéressant de le mentionner. Quelques illustrations aussi. Ne pas créer de nouvelles zones économiques tant que celles actuelles ne seront pas remplies et ne plus agrandir les grandes zones actuelles. Maintenir les bâtiments agricoles pour cet usage ou démonter les bâtiments non utilisables. Les bâtiments d'intérêt communautaire doivent être répartis sur le territoire, proches des axes de communication et non centralisés. Accepter la différenciation des paysages et tous les prendre en compte. Il n'y a pas de paysage banal. Les activités économiques incompatibles avec l'habitat doivent être isolées et à contrario, les activités autorisées doivent être compatibles avec l'habitat à proximité de ces zones. Les centres-villes et centres-bourgs doivent avoir des espaces naturels. Et donc, il ne faut pas concentrer les centres-villes, conservant des dents creuses.
Pour le tourisme, l'impact sur les ressources est important. C'est pourquoi il faut le limiter en fonction des ressources. Il est mentionné définir une qualité paysagère. Est-ce en finir avec les toits en tôle? Méthaniser, oui, mais sans production agricole pour les alimenter. Interdire les golfs, interdire les bassines, c'est-à-dire pas de remplissage par pompage dans les nappes. Imposer le stockage d'eau pour assurer la défense incendie sans utiliser les réseaux d'eau potable. Voilà en vrac quelques points par rapport à l'ensemble. Je n'ai pas repris élément par élément numéro. Ces orientations sont des axes qui donnent un cap. C'est par une transcription de l'état d'esprit de ce projet d'aménagement et une déclinaison claire et compréhensible que nous réussirons à rendre le Forêt de demain agréable à vivre. Merci Thierry pour cette contribution. Effectivement, comme vous le disiez, comme on le précisait depuis le début, il s'agit de grandes orientations qui sont presque, qui rejoignent presque, et je le dis avec un peu d'humour, une forme de philosophie. Et effectivement, cette philosophie, il va falloir être attentif, et ça aussi, c'est ressorti des débats communaux. Il va falloir être attentif à leur retranscription au plus près dans notamment le règlement. Alors, il y a Thierry Chavaran et j'ai un micro qui s'allume et qui s'éteint, mais j'ai pas réussi à le repérer. Donc, n'hésitez pas à appuyer. Ça me permet appuyer d'avance. Ça me permet de pouvoir vous donner la parole sans problème. Vous pouvez rester comme ça et ça pose pas de souci. Donc, Thierry Chavaran, oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, effectivement, les 4 axes qui sont énumérés ici, on ne peut qu'être pour. Par contre, ces axes sont, comment je dirais, une vision très large des choses. Et je pense que la plupart d'entre nous souhaitons savoir un petit peu comment cela va se traduire. Alors, le président nous a, lors du Conseil des maires, été un petit peu plus loin que tout ça et nous a expliqué un petit peu ce qui nous attendait. Alors moi, bon, vous savez, je suis le maire d'une toute petite commune, on est un certain nombre dans ce cas-là, et on est inquiet, je dirais, de savoir comment, comme je vous le disais, comment cela va se traduire, et comment ça va se traduire en droit à construire, c'est une chose. Alors vous savez que j'ai cru comprendre que le fameux hectare qui a été obtenu par les parlementaires serait maintenu. Moi, je vais vous dire franchement, il y a une chose qui m'a énormément inquiété dans tout ça, c'est, et le diable, il se cache toujours dans les détails, c'est la fameuse densité. Donc, j'ai cru comprendre que la densité qui était auparavant sur le PLUI, alors je ne sais pas si c'est sur le PLUI ou sur le SCOT, peu importe, c'était 15 maisons à l'hectare. Aujourd'hui, on nous parle de 20 maisons à l'hectare. Je ne vous cache pas que 20 maisons à l'hectare, c'est 500 mètres carrés. Dans des secteurs comme les nôtres, je considère ça, j'espère me tromper, comme rédhibitoire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aspire à venir construire, je dirais, dans des secteurs comme les nôtres, va jouir un petit peu de l'environnement, à jouir de la qualité de vie, à jouir oui, d'une certaine, comment je dirais, aisance. Et 50 mètres carrés, 500 mètres carrés, il ne faut pas exagérer, 500 mètres carrés, c'est pas grand-chose, c'est 20 mètres par 25, et si tant est que le relief soit plat, ça, voilà, si tant est que le relief soit plat, s'il n'est pas plat, c'est une catastrophe. Donc, moi, j'ai le sentiment que tout ça, c'est un petit peu dire, bon, on a rattrapé le coup en disant, on vous donne un hectare, enfin, moins ce qui a été consommé, ça on a bien compris, depuis 2021, mais on vous donne un hectare, mais c'est presque comme si on vous donnait un panier pour transporter, un panier percé pour transporter de l'eau. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je suis presque plus inquiet de ça que peut-être du nombre de maisons qui nous seront attribuées à construire. Voilà, merci. Gérard Perslon, attendez, hop, toc. Oui, je reviens sur l'axe 2, garantir aux habitants un cadre de vie de qualité, un habitat désirable et durable pour tous. Et ça, c'est dans le fil de ce qu'a dit tout à l'heure le précédent interlocuteur.
LFA bénéficie incontestablement d'une démographie dynamique, aussi de très nombreuses opérations d'aménagement et de programmation sectorielle et de densification accompagnent nécessairement cette croissance démographique. Par exemple, pour la commune dans laquelle je réside, Assurer-le-Comtal, ce sont 15 OAP pour cette seule commune. Ces opérations d'urbanisme impactent évidemment directement de nombreux administrés dans leur environnement direct, mais aussi dans leur choix de vie, éventuellement, voire dans la valeur même de leurs biens. Ça génère de l'incompréhension, de la frustration, des tensions avec les élus et encombre les tribunaux administratifs. Un mode d'information et de concertation spécifique, suffisamment en amont de la réalisation de ces OAP, qui favoriserait l'échange, le dialogue et bien sûr la compréhension réciproque, serait probablement un progrès qui répondrait aux aspirations de démocratie participative de nos concitoyens. C'est simplement un addendum, une remarque, ça n'est pas une question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'en vois pas. Je voudrais juste vous dire d'abord à l'ensemble des maires que l'ensemble des communes ont largement débattu dans vos conseils municipaux et l'ensemble des délibérations qui nous sont revenues montrent qu'en tout cas, il y a eu débat. Et pourtant, le sujet n'est pas facile. Donc, je tenais vraiment à vous dire que c'est peut-être la première surprise. Je le dis comme je le pense, le sujet n'est pas facile et vous l'avez abordé dans vos conseils municipaux d'une façon assez remarquable. Et nous avons une remontée qui est extrêmement intéressante. Le deuxième point, c'est que vous l'avez bien souligné, je pense que vous l'avez tout en tête. Il y a des choses qui ont été dites ici et qui sont complètement inapplicables parce qu'ils ne sont pas dans la loi. Et pas tout, mais je partage complètement avec vous votre inquiétude. Cette loi aujourd'hui, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, elle est finalement relativement violente dans sa rapidité de demande d'application et à l'heure où je vous parle, elle est quelque peu difficilement en tant que telle applicable. Maintenant, si on est tous d'accord, je pense, sur les trajectoires des modèles qu'on n'a pas su faire, une fois de plus dans notre pays, parce que pendant 30 ou 40 ans, on a fait d'une certaine façon, là, il y a un coup de braquet complètement de l'autre côté, qui fait que le coup de braquet, il est extrêmement violent. Donc les inquiétudes sont partagées, et on essaye, avec Patrick et avec vous tous, de mettre des airbags pour faire que la trajectoire soit tenue, mais qu'elle soit tenue en étant acceptable et réalisable. Donc voilà, le PLUI aujourd'hui est un outil, et heureusement que nous sommes 87 pour le mener, pour mettre des airbags de partout. Imaginez la commune toute seule en train de faire son PLU dans un contexte pareil et essayer de ménager habitat, densité, économie. Autant vous dire que ça serait quelque peu difficile. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous sont en train de dodiner de la tête en disant oui, effectivement, ça ne serait pas très simple. Et en plus, vous devriez sortir les finances de votre commune et débattre dans vos conseils municipaux du détail de tout ça. Donc on est embarqué dans un train qui est quelque peu difficile dans ce contexte-là, mais la chose que je peux dire, et nous pouvons le prouver, c'est que vous n'avez pas reculé devant les débats. Alors si ce soir il n'y en a pas tant que ça, c'est parce que finalement beaucoup de choses ont été dites dans les conseils municipaux, beaucoup de choses ont été dites dans la réunion de secteur, et beaucoup de choses ont été dites à la conférence des maires. Et Thierry, tu as parfaitement souligné que la conférence des maires, on est allé beaucoup plus loin, ce qui n'a pas généré moins d'inquiétude, bien au contraire. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, cette loi s'applique sur le territoire national. On voit bien que les dérogations, les possibilités qui ont été annoncées, comme la garantie d'un hectare, mais pas que celle-ci, d'autres, quand on est à l'échelle de la réalisation, comme tu l'as dit, le diable se cache des fois dans les détails. Et effectivement, quand on rentre dans le sujet, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Bon, ça ne sera pas simple. Nous, on est au PADD.
on sait ce qu'on veut sur notre territoire, on essaie de mettre les airbags que nous pouvons faire. Et c'est vrai que au plus on attend, au plus on perd du temps, et au moins on aura, puisque, je le rappelle, tout ce qu'on consomme depuis 2021 vient en déduction de ce que nous aurons. Il n'y a pas de vote. Ça n'était qu'un débat. Je vous remercie. Merci, Patrick, de continuer et d'accélérer. Franchement, allez. Et je vous remercie de votre attention. Et on passe ensuite. Alors, j'ai demandé au vice-président d'être relativement concis. Yves Martin en a largement l'habitude. Il va vous présenter les sujets commande publique. Ça laissera autant de temps aux interventions s'il y en a. Yves. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, les 4 marchés que je vais vous présenter, je vais simplement vous lire le marché concerné et l'entreprise à laquelle ce marché est attribué. Le premier marché est le marché de services pour la création de l'ORE sur la commune de Servières. Il s'agit du lot numéro 15, aménagement scénographique, mobilier et équipement numérique. Ce lot faisait partie du marché initial, mais il avait été reporté à cause de quelques aménagements. Il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer le lot 15, aménagement scénographique, mobilier et équipement numérique, à l'entreprise ADIM, agencement, pour un montant global et forfaitaire de 303 288 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Deuxième marché, il s'agit du marché de travaux de rénovation de la station de traitement des eaux usées de Luriec. Alors, il est proposé au Conseil communautaire pour ce marché d'attribuer celui-ci au groupement BP2E Brunel Jean-Yves Porte Eiffage pour un montant estimé maximal de 1 590 940 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Marché suivant, c'est le marché subséquent de travaux de renouvellement des canalisations d'assainissement des rues de Corbine et de Château-Gaillard sur la commune de Marcilly-le-Châtel. Il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer le marché à l'entreprise LMTP pour un montant estimé maximal de 227 044 € 58 hors taxe. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et enfin, dernier marché, c'est le marché de transfert des ordures ménagères résiduelles et des papiers d'emballage. Il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer ce marché qui est en 2 lots. Pour le lot 1 à l'entreprise BM Environnement Weidec pour un montant minimum de 500 000 € hors taxe et pour un montant maximum de 1 500 000 € hors taxe sur la durée totale du marché. Et pour le lot 2, à l'entreprise Onyx Veolia pour un montant minimum de 1 800 000 € hors taxe et pour un maximum de 4 millions d'euros sur la durée totale du marché. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. On poursuit avec des sujets ressources humaines. Patrick Romestin. Point numéro 6, donc modification du tableau des effectifs. Et le premier point consiste en la création de 3 postes pour la cellule Théomi, qui, je vous le rappelle, est en mode projet depuis 2022. Nous passons en 2025 donc à une phase test, puisque la Théomi sera effective à partir du 1er janvier 2026. Et donc, on passe du mode de projet au mode gestion. Et pour cela, la proposition est la création de 3 postes, un poste de chef d'équipe, un poste de référent numérique et un poste d'agent administratif. Et dans le même temps, donc 4 contrats arrivent à échéance à la fin de l'année qui étaient sur le mode de projet. Ensuite, suite au transfert de l'eau, nous avons 2 postes, les postes 427 et 424, un à 0,87 ETP et un à 0,2. La proposition, c'est de ne faire qu'un seul poste, le 434, et de supprimer le poste 427. Ensuite, le poste de chef d'équipe assainissement. La proposition est de supprimer le poste en catégorie C et de le créer en catégorie B suite à un recrutement.
Ensuite, nous sommes maintenant à la période de l'année où chaque année nous passons nos promotions internes et les avancements de grade. Donc, vous avez pu voir sur la note de synthèse que c'est des créations-suppressions, en fait, hein, pour 6 postes. Ensuite, des modifications de postes, là aussi sur 6 postes sur les avancements de grade. Et la même chose sur les modifications d'indices de rémunération, et là, ça concerne 8 postes. Et vous dire que ces modifications, l'impact de ces ajustements est d'environ 8 500 € sur l'année 2025. Y aurait-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2 abstentions. Et le point suivant concerne notre mutuelle prévoyance. Notre contrat avec nos prestataires MNT arrive à échéance fin 2025. Et la proposition au Conseil ce soir, c'est de donner autorisation au centre de gestion donc pour mener une consultation d'appel à la concurrence et de participer au dispositif du CDG pour nous permettre à un moment d'adhérer à la convention de participation et à son contrat collectif d'assurance. Là aussi, y aurait-il des questions? Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'évolution des statuts de LFA. Alors, quand on parle de statut, ça pourrait paraître une révolution. En fait, ce n'est pas le cas. C'est un toilettage des statuts suite aux différentes lois qui se sont prononcées. Je pense à la loi 3DS, par exemple, et aussi à la restitution du parc résidentiel de loisirs de Husson à la commune de Husson. Pour le faire, c'est un peu différent des gymnases, par exemple, où on pouvait le faire sans changer les statuts. Pour ce parc résidentiel, on n'avait pas le choix, il fallait changer les statuts. Donc, pour répondre à l'ensemble de cette demande et des toilettages de la loi, on a retoiletté les statuts, on a fourni l'intégralité sous forme de tableau le plus transparent possible pour montrer ce qui avait changé. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Je vous remercie pour cette quasi-unanimité. Un sujet eau potable. Patrice Couchot. Oui, il s'agit d'un avenant à un marché sur la commune de Saint-Luc-Rambert, la rue Robelin. Lors des travaux, nous avons découvert une canalisation en plomb. Donc, on va changer cette canalisation qui n'est pas conforme. Et en même temps, on fait aussi le changement de la canalisation d'assainissement, ce qui fait une modification du marché de plus de 21 741 €, soit 9,990%. Donc, on doit passer ça en conseil communautaire. On va vous demander votre avis si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y aurait des oppositions? Des abstentions? Eh bien, les travaux peuvent continuer. Merci. François Fourchet pour le rapport annuel 2023 de DSP pour la gestion de 3 établissements d'accueil jeunes enfants. Bonjour, donc on est sur le rapport annuel de nos 3 crèches communautaires, Saint-Bonnet, Marcilly, Châtel, Sainte-Agathe. Donc ce rapport a été présenté en commission consultative des services publics et n'a fait l'objet d'aucune remarque. Pour rappel, Loire-Forêt participe à hauteur d'un peu plus de 288 000 €. Donc il vous est demandé de prendre acte de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, très bien. On va passer au point suivant qui est l'accueil pour les centres de loisirs qui sont donc sur la commune de Noir-Étable et sur le secteur de Saint-Bonnet. Une convention d'urgence avait été passée l'année passée. Il est donc demandé de renouveler pour 1 an cette convention d'urgence. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, toujours pas. Eh bien, je vous demande donc de vouloir accepter de pouvoir signer donc cet avenant et d'approuver le renouvellement de la convention et d'autoriser le président ou son représentant à signer ce document. Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Merci François. Robert Ogef pour un rapport et une redevance. Merci, Président. Le rapport concerne l'activité du parc résidentiel de loisirs de
et chalets du Haut-Forêt à Husson. Donc, il s'agit d'une délégation de service public en affermage pour une durée de 7 ans qui se termine donc le 31 octobre 2026. A constaté d'une manière synthétique qu'il y a une stagnation du chiffre d'affaires, avec par contre une augmentation du taux de remplissage d'hébergement, par opposition à une diminution donc de l'activité restauration qui a été supprimée par le délégataire. Donc on arrive globalement à une stagnation du chiffre d'affaires et il y a des efforts tout à fait louables entrepris par le responsable, puisque je dirais il a diminué son déficit par 3, malgré le fait qu'on soit encore dans une situation financière très très fragile. Pour information, la redevance d'affermage 2023 du délégataire s'élève à 4 969 €, dont 1 600 € de part fixe et 2,5% du chiffre d'affaires de l'année 2022, soit 3 356 €, d'où les 4 956. Voilà, de manière très synthétique, ce qu'on peut ressortir, je dirais, de ce rapport. À noter que dans les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires dithyrambiques et très flatteurs. Donc, on peut espérer que le délégataire, avec tous ses efforts, va continuer à améliorer sa situation financière. Ce rapport a été présenté en commission consultative des services publics locaux le 27 mai 2024 et n'a pas suscité de remarques. Donc, s'il n'est pas soumis à délibération, y a-t-il des questions ou des commentaires? Parfait, merci. Le point numéro 2, Président, concerne donc la modification des tarifs sur les redevances du ski de fond du col de la Loge pour la saison donc 2024-2025. À noter que simplement, il y a une augmentation de 20 centimes sur les tarifs des forfaits. Rien de changé sur, je dirais, les mécanismes de redevance, puisqu'en fait, il y a toujours une partie des recettes qui se font, je dirais, sur place. Ça représente 80% du chiffre d'affaires et 20% qui est fait par Internet, qui est géré par une association interrégionale, Montagne du Massif Central, MMMC, avec laquelle donc on a une convention. On va vous demander donc de renouveler. Simplement de manière synthétique, on a eu une saison quand même qui a été relativement catastrophique en termes de neige, puisqu'on a eu 27 jours d'ouverture, 3 périodes, une du 2 au 7 décembre, une autre du 7 au 17 janvier et une autre du 3 au 14 mars. Donc, ce qui fait que dans les 15 dernières années, c'est une des plus mauvaises saisons. Voilà. De manière synthétique, y a-t-il des questions? Si qui s'oppose? Merci de l'unanimité. Ça tombe bien, il n'y a pas d'abstention. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié. Je vais aller trop vite, Président. Merci, Robert. On poursuit avec des sujets environnement. Donc d'abord Marie-Gabrielle Pfister, ensuite David Buisson. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je viens vers vous pour l'adhésion et la convention financière avec l'ALEC 42, l'Agence locale de l'énergie et du climat pour l'année 2024, comme on fait tous les ans. Donc, je vais vous demander de bien vouloir adhérer pour l'année 2024 pour un prix de 5 701,45 € qui est le coût d'adhésion, et d'octroyer une subvention d'un montant de 85 524,65 € à l'association ALEC 42 pour la réalisation de son programme d'action 2024, soit, pour ceux qui sont bons en maths, un total de 91 223,20 €. Est-ce qu'il y aurait, et puis d'autoriser aussi le président à signer cette fameuse convention. Y aurait-il des questions? Des personnes qui sont contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Le deuxième sujet environnement, ça concerne la charte forestière. Je vous rappelle qu'on a signé une charte forestière en 2022 avec 7 partenaires. Et ce soir, il s'agit d'approuver une convention partenariale avec le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, pour pouvoir mettre à disposition des moyens humains, puisque je vous rappelle qu'on a 99 actions qu'on est en train de dérouler et une vingtaine seront gérées par le CNPF. Donc, il s'agit d'approuver une convention de partenariat avec l'Orforêt Agglomération et le CNPF, d'allouer un budget prévisionnel de 25 000 € par an pour ce poste pendant 3 ans, 2024, 2025, 2026, et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la validation et au versement des aides auprès des avant-droits. Est-ce qu'il y aurait-il des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui seraient contre, qui s'abstiennent? Bien. Je vous remercie. Et le deuxième point, ça concerne toujours la charte forestière, c'est la mise en place d'un fonds de concours pour les communes. Donc pour vous, pour mettre en place notamment créer la ressource de demain avec du reboisement adapté au réchauffement climatique. L'idée, c'est qu'on puisse s'appuyer sur le dispositif du département qui est déjà en place et d'allouer une aide supplémentaire pour ce dispositif. Dispositif relativement particulier qui permet notamment d'essayer de nouvelles essences qu'on n'a pas sur notre territoire pour voir ce que ça donne sur le terrain pour évidemment enrayer le réchauffement climatique et la sécheresse au niveau de nos forêts. Le département peut allouer une somme de 10 000 € par projet et par commune et l'idée c'est qu'on puisse contribuer avec 5 000 € supplémentaires si vous correspondez aux critères du département. On peut prévoir 2 projets par an, ce qui fait que la subvention serait 2 500 € pour le compte de l'Orforêt. Cette action est importante, comme je vous l'ai dit, pour le réchauffement climatique, avec un engagement des communes sur 15 ans, avec au moins 3 essences différentes et qu'on n'a pas sur notre territoire, et avec un accompagnement qui est relativement poussé avec soit le CNPF et soit l'ONF. Voilà, on a déjà des communes qui ont commencé à travailler sur des projets de type Sylvetum et l'idée c'est qu'on puisse les accompagner dans le cadre de la charte forestière. Donc il vous est demandé ce soir au conseil communautaire de bien vouloir donc soutenir les communes ayant un projet de reboisement expérimental adapté au réchauffement climatique via l'appel à partenariat du département qui correspond au dispositif 5 bis du plan soutien de la filière bois 2021-2027 pour le département, d'approuver le règlement du fonds de concours communautaire que vous avez eu en annexe, soutien au reboisement expérimental adapté au réchauffement climatique, engager l'action dès 2024 pour 3 ans, allouer un budget prévisionnel de 15 000 € à cette action pendant 3 ans de 2024 à 2026 et se baser sur l'instruction technique, administrative et financière du département des services pour allouer la subvention sur les dossiers présentés. Est-ce qu'il y aura des questions? Et on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui seraient contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie pour la filière bois. On poursuit avec Pierre Giraud et des sujets concernant les déchets. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, 3 points sur les déchets. Et là aussi, on va parler de tarifs de vente d'un certain nombre d'équipements. C'est essentiellement sur les équipements, des équipements qui sont liés au compostage. Donc, plusieurs catégories, vous le connaissez, les compostages individuels et puis du partagé. Bon, sur le compostage individuel, on a maintenu et on voudrait maintenir la contribution financière de 25 €. Même si quelques structures arrivent à l'offrir aujourd'hui, mais on a constaté que les 25 € par rapport aux 75 à 80 € de notre prix de revient, c'est largement subventionné. Donc on maintiendrait les mêmes niveaux de prix que ce qui était auparavant, sauf dans le cas d'un composteur supplémentaire qui serait demandé, où on se rapprochait petit à petit du coût réel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier point? Donc, les compostages partagés, il y a plusieurs cas, vous l'avez vu aussi. Donc, dans notre règlement, on a prévu effectivement des contributions et des accompagnements pour les communes pour gérer ces compostages partagés. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point qui suit, c'est une convention qui vous est proposée, qu'on pourrait passer avec un syndicat qui s'appelle le Citreval pour le traitement des ordures ménagères résiduelles.
Donc, c'est une unité de valorisation qui se trouve à Villefranche-sur-Saône. Vous savez qu'on vient de signer nos contrats de traitement des déchets avec toujours de l'enfouissement, j'allais dire malheureusement, avec la société Suez sur Roche-la-Molière. En revanche, on a trouvé, parce qu'à terme, vous savez que l'enfouissement devra disparaître et de façon draconienne assez rapidement. Donc, on a essayé de trouver une autre forme d'exutoire, on va dire un peu plus qui respecte un peu plus l'environnement, puisqu'on produit de l'énergie avec, alors que l'enfouissement, vous enfouissez et vous valorisez pas le déchet. Et il y a donc un syndicat qui se trouve à Villefranche-sur-Saône, qui aujourd'hui ont un vide de four d'à peu près 2000 € et serait d'accord pour nous accueillir toutes les années 2000 tonnes, pardon. Je vous parle des tonnes et des euros, donc 2000 tonnes de nos déchets, donc à rapprocher de nos près de 20 000 tonnes aujourd'hui, hein, qu'on a encore à enfouir. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bien entendu, on a vérifié les tarifs et tout, et quand on prend le bilan total, il est plutôt positif, puisque dans le cadre de ce traitement-là, la TGAP n'est plus à 67 €, mais elle est à 15 €, donc ça fait un écart important qui nous permet de payer largement les transports et la valorisation. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des... Oui, juste une question, c'est vous dites que c'est presque équivalent, mais est-ce qu'on a une idée de la différence du tarif entre enfouir et incinérer? Parce que je trouve que c'est un bon exercice que l'on fait pour réfléchir sur comment on traite nos déchets. Est-ce que c'est 10% plus cher, 10% moins cher, ou je ne sais pas. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est moins cher, malgré le coût de transport. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur? Alors, en termes de prix, on est toujours dans les 120 € la tonne à peu près, comme l'enfouissement. Mais globalement, c'est une autre destinée, et dans la mesure où ça ne coûte pas plus cher, on souhaiterait quand même expérimenter cet exutoire avec de la valorisation énergétique, puisque c'est ce vers quoi on va s'orienter dans les 10 ans qui viennent, avec le projet du Sidemer sur une usine quelque part un jour de valorisation des déchets par la production de chaleur. Et en plus, ils sont demandeurs, donc on sera légèrement moins cher. Alors, si je dis 10%, ça va faire 10 € la tonne, mais c'est à peu près ça. C'est cet ordre d'idée-là. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et le dernier point, ça concerne effectivement, alors c'est plus les mêmes déchets, cette fois c'est les déchets recyclés et la poubelle jaune, là. Vous savez, je ne vais pas vous faire le rappel, on en a suffisamment parlé, on appartient à un groupement, on appartient à un GAC avec un coordonnateur qui est Saint-Étienne Métropole. Les travaux de l'usine de Firminy sont terminés. Donc, une fois que tous les travaux sont terminés, que les financements sont prêts, eh bien, le bilan a été fait et on doit maintenant contribuer à la hauteur de notre poids. Et pour le coup, c'est des tonnes de déchets qu'on représente dans ce groupement. La répartition se fait au tonnage. Donc, on doit participer sur une partie des investissements, puisqu'il y en a une partie qui a été portée par le délégataire. Et ce tableau étant terminé, on doit maintenant effectivement approuver le dernier tableau de financement sur les 20 ans qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci Pierre. On poursuit. On retourne avec Patrick Romestin sur un sujet du crématorium de Montmartre. Effectivement, rapport de gestion de l'exercice 2023, donc de la SPL Crématorium Montmartre, où je vous le rappelle, nous sommes actionnaires à hauteur de 12,81% avec nos collègues de Saint-Étienne Métropole, Forêt-Est et la communauté de communes de Marche du Velay. Au niveau de l'activité, en 2023, l'activité reste très élevée, avec un nombre de crémations stable, mais par contre, dans un contexte où le taux de mortalité est descendu de 5,5% sur l'année 2023 par rapport à 2022. Et le taux de crémation continue d'augmenter. Là aussi, en 1980, c'est 1% des décès. Et en 93, c'était 10% de crémation. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes à plus de 42%. Donc, il y a une évolution constante de
de la crémation. Ensuite, aucun dysfonctionnement n'est à signaler sur les équipements. Le marché d'expertise comptable a été renouvelé et attribué à la société Ecomex. Le marché d'exploitation a été renouvelé pour 7 ans et a été attribué à la société Clarea de l'Orme. Au niveau du compte de résultat, les charges d'exploitation s'élèvent à un petit peu plus d'1,3 million. Les produits d'exploitation à un petit peu plus à 1 680 000 €. À savoir que les prestations annexes, c'est-à-dire les locations de salles de convivialité et les prestations des maîtres de cérémonie sont en nette augmentation. Le coût d'une crémation sur le crématorium de Montmartre est de 583 € pour un coût moyen en France à 757 €. Et le résultat net après impôt s'élève à 263 597 € exactement. Y aurait-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Donc, on vous demandera de bien vouloir l'approuver. Y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Patrick. On poursuit avec 2 sujets habitat présentés par Valérie Goudfard. Oui, bonsoir à tous. Voilà, simplement, ce soir, je vous propose d'adapter notre règlement communautaire de notre PLH pour la période 2020-2026. Voilà, suite à les différents dossiers qui arrivent, on voit qu'au niveau de notre règlement, on a quelques trous dans la raquette. Donc, on vous demande d'ajuster au plus proche des demandes ce règlement pour qu'on puisse instruire et continuer à aider les communes, les bailleurs et les particuliers aux aides de notre PLH. Voilà, donc je vous demande d'approuver les modifications apportées au règlement des aides financières prises en application du PLH et d'autoriser le président ou son représentant à signer ce document. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Thierry? Justement, la mesure là, qui est prise de définition d'une aide forfaitaire spécifique, en quoi ça consiste exactement? C'est ce qui est marqué sur notre note de synthèse. Définition d'une aide forfaitaire. Donc ça, c'est des aides forfaitaires pour les personnes âgées. Voilà, on a différentes structures qui se montent sur le territoire et en fonction si c'est une chambre ou un logement, voilà, c'est des aides forfaitaires parce que voilà, on a quelques gros dossiers qui pourraient bouffer l'enveloppe, donc on y plafonne et voilà, on met le règlement. Voilà, simplement, c'est dans ce cas de figure-là. D'autres questions? Des objections, des votes contre? Je vous remercie. Après, je poursuis avec notre nouvelle adhésion, renouveler l'adhésion à l'ADIL. L'ADIL, c'est une structure qui nous aide au niveau juridique et qui est quand même très intéressant pour les communes. Si vous avez des fois des locataires ou des questions sur le logement, ils ont un panel pas mal de juristes très compétents sur le logement et n'hésitez pas aussi à envoyer des particuliers qui peuvent avoir des conflits avec autour de l'habitat. La cotisation, elle reste identique, donc on est à 11 centimes par habitant, ce qui nous fait un montant de 12 290,74 centimes d'euros. Voilà. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver cette cotisation pour l'année 2024. Y a-t-il des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention? Eh bien, je vous remercie. Merci Valérie. On poursuit avec Stéphanie Fayard, un sujet sur les rivières. Bonsoir à toutes et tous. Donc, ce soir, il s'agit de la signature de la convention d'animation du programme d'études préalables Forêt Roannais. L'établissement public Loire nous propose la construction d'une démarche de prévention des inondations sur les communes riveraines du fleuve Loire. Cette démarche se compose en 2 temps. Tout d'abord, un programme d'études préalable d'une durée de 4 ans maximum et ensuite un programme d'action d'une durée de 6 ans. Le périmètre de ce programme d'études préalables couvre le fleuve Loire et ses principaux affluents et il est composé de 8 collectivités compétentes en prévention des inondations. Loire-Forêt Agglomération, 3 communautés de communes et 4 syndicats. Le périmètre permet de couvrir le territoire depuis le barrage de Grandjean jusqu'à l'aval de l'agglomération rouennaise.
L'établissement public Loire animera cette démarche avec un animateur basé à Roanne. L'estimation du salaire et des charges est à hauteur de 50 000 € annuels, subventionné à 50% par l'État avec le fonds Barnier et de 30% par l'Union européenne, le FEDER. Avec la clé de répartition, il y aura donc un reste à charge de 2 408 € pour Loire-Forêt Agglomération. Il vous est donc proposé de bien vouloir valider cette proposition de convention avec l'établissement public Loire et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette convention. Y aurait-il des questions? Pas de questions. Y aurait-il des abstentions? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Merci Stéphanie. Un sujet assainissement présenté par Thierry Hareux. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, suite au marché qu'on a signé tout à l'heure pour la steppe de l'Uriec, on a besoin d'une demande d'instauration de servitude pour LFA pour passer sur certains fonds privés en vue de la création, de la rénovation de nos réseaux. Donc, on vous demande aujourd'hui de nous autoriser d'approuver la procédure en fait définie parce qu'on a certains riverains qu'on n'arrive plus à retrouver. Donc, il y a une procédure un peu spéciale. Donc, on vous demande d'approuver le recours défini par l'article du Code rural, d'autoriser le président à solliciter Monsieur le Préfet de la Loire pour l'ouverture de l'enquête publique préalable et de donner tout pouvoir au président pour son représentant dûment habilité à signer tout document se rapporter à cette procédure. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. 4 sujets économie présentés par Jean-Paul Forestier. Merci Thierry. Oui, il s'agit tout d'abord d'une acquisition sur la zone de la Maranche à Sabonnel-le-Corot. Une station de lavage exploitée pendant de nombreuses années est désormais hors service. Les exploitants souhaitant vendre le terrain d'une surface de 885 mètres carrés. LFA est donc particulièrement intéressé par cette acquisition du fait qu'elle se trouve dans une zone d'activité. Après négociation, un accord a été trouvé avec le propriétaire pour un rachat de cette parcelle au prix de 20 € le mètre carré. Il vous est demandé d'approuver cette acquisition. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, il s'agit maintenant d'une vente sur la zone du Général Estivarail. Dans ce dossier, je vous demanderai d'approuver une modification de la délibération de la communauté de communes des Pays de Saint-Bonnet-Château en date du 6 décembre 2013 et d'approuver la vente d'une parcelle à la société Andupin. La modification de la délibération provient du fait que les conditions depuis cette date ont évolué. La société Andupin, déjà propriétaire de plusieurs parcelles sur cette zone, souhaite, dans le cadre de son développement, acquérir une surface attenante de 5 291 mètres carrés afin d'y aménager un bâtiment industriel de 2 000 mètres carrés. Cette vente est consentie au prix de 20 € le mètre carré. La société Andupin, voulant développer de nouvelles productions liées à son cœur de métier, qui est la fabrication d'enduits en pâte en petit conditionnement. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Après, nous passons sur les sujets concernant nos VIM. Nous avons à nous prononcer en tant que collectivité sur le rapport annuel soumis par le représentant de la collectivité au sein du conseil d'administration de Novim, en l'occurrence, moi le représentant. Je vous demande donc de prendre connaissance de ce rapport. Je laisse les yeux si vous voulez le lire, c'est tout ça. Et d'approuver le rapport annuel du mandataire au conseil d'administration de Novim pour l'exercice 2023. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier sujet, il s'agit des comptes rendus annuels, ce qu'on fait chaque année d'activité à la collectivité locale, le fameux CRAC, pour l'année 2023 concernant les zones des granges et des plaines, et qui sont soumis à concession à Novim. Pour la zone des granges, vous lirez dans la note de synthèse les différents chiffres de 2023, avec les mouvements intervenus qui feront sortir un équilibre global de l'opération, avec toutefois une augmentation du prix au mètre carré des terrains. Pour la zone des plaines, nous sommes dans un autre dimensionnement des chiffres. Vous lirez là aussi le mouvement pour 2023, avec un équilibre global de l'opération. L'ouverture à la commercialisation de la zone sud de cette zone entraîne des travaux d'aménagement
important avec un décalage de trésorerie obligeant Dovim à contracter un emprunt de courte durée en 2024, sur 2024. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, on poursuit avec 4 sujets finances présentés par Olivier Joly. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le premier sujet est un sujet habituel tous les ans. On modifie éventuellement les zonages de la TEOM pour les propriétés qui sont situées à plus ou moins 200 mètres du circuit de collecte. Or là, dans la remise à plat qui a été faite pour cette année, eh ben, on a 2 adresses. Une qu'il faut modifier parce qu'elle passe à plus de 200 mètres du circuit de collecte, donc sera en taux réduit. Et puis une autre qui fait la bascule inverse et qui va passer en taux plein. Y a-t-il des questions? Alors, s'il y a des votes contre ou des abstentions pour ces 2 modifs de 2 adresses. Merci. Le point suivant de l'ordre du jour, je continue, Président. Concerne la redevance spéciale. Vous savez que certains locaux professionnels sont assujettis à la TEOM. Or, certaines entreprises passent par des prestataires privés pour traiter tous leurs déchets et donc, en l'occurrence, ils peuvent demander une exonération avant le 31 juillet de l'année N pour qu'elle soit prise en compte pour l'année N+1. En l'occurrence, on doit avoir 28 ou 29 entreprises sur l'agglo qui ont demandé et prouvé aussi qu'ils traitaient leurs déchets de leur côté et qui demandent cette exonération. Y a-t-il des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour elle. Le troisième point finance concerne le FPIC. Alors le FPIC, vous savez bien, chaque année, je vous dis, soyons prudents, les choses se gâtent. Eh bien, elles continuent à se gâter, puisque... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en bénéficie toujours. La mauvaise, c'est qu'on continue de se dégrader. On a perdu l'équivalent cette année de 27 places. Et en l'occurrence, si on en perd encore 30 l'année prochaine, on n'aura plus le FPIC. Donc, autant dire que on a mangé la moitié de notre écart par rapport au niveau de flottaison cette année, entre autres parce qu'on a des indices qui ont évolué négativement. Alors, négativement pour le mode de calcul, pas négativement dans l'absolu, mais par exemple, si on prend l'évolution sur l'agglo du revenu moyen par foyer, eh bien, on a une accélération qui est beaucoup plus importante sur Loire-Forêt agglomération que la moyenne nationale. Donc, par exemple, cet indice qui compte à 60% sur le calcul du FPIC, n'étant pas à notre faveur, dans le mode de calcul, encore une fois, l'écart se réduit. Donc, on a toujours ce FPIC pour cette année. Nous nous situons à la 715e place des EPCI et le dernier qui a droit au FPIC est donc 745e. Donc, vous voyez, 715, 745, ça commence à être un petit peu fin. C'est pour ça que l'année dernière, voilà 2 ans, je vous ai dit, dans vos budgets communaux, faites comme si on l'avait pu. Vaut mieux l'avoir et être content que subir. Donc là, c'est bien, cette année, on l'a. Et la répartition sera... alors, dans le montant de l'agglo qu'on va recevoir, c'est 2 865 000. C'est 100 000 de moins, 100 000 euros de moins que l'année dernière, mais la répartition entre le PCI et nos communes fait que notre collectivité en tant que Loire-Forêt Agglo va perdre 86 000 euros par rapport à l'année dernière et les communes 14 000 euros par rapport à l'année dernière sur l'ensemble de toutes les communes additionnées. Donc grosso modo, vous aurez à peu près la même chose que l'année dernière par commune, un poil de moins, mais pas grand-chose. C'est surtout sur le budget intercommunal que ça va se répercuter. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement de passer au vote pour valider qu'on répartisse ce fonds, ce FPIC, avec le mode de répartition de droit commun. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité.
Le dernier sujet concerne le fonds de soutien aux communes et l'attribution de fonds de concours dans le cadre de ce fonds de soutien. Notre communauté de pilotage s'est réunie dernièrement pour analyser les 20 dossiers qui ont été déposés par 16 communes. 6 sur l'enveloppe numéro 1, 13 sur l'enveloppe 2 et 1 sur l'enveloppe numéro 3. Vous avez le détail dans la note de synthèse avec l'ensemble des communes qui ont sollicité et obtenu donc des aides qui cumulés représentent un ensemble de soutien de l'ordre de 83 220 € pour cette dernière, j'allais dire fournée, c'est pas le bon terme, cette dernière attribution, commission d'attribution. Nous en sommes donc aujourd'hui à 105 000 € d'investis, pas de dépensés, d'investis sur l'enveloppe numéro 1 qui en comporte 200 000. Donc on est à 53% à peu près de consommation de cette enveloppe numéro 1. On est à 59% de consommation sur l'enveloppe intermédiaire qui est l'enveloppe 2 et à 74% sur l'enveloppe 3. Nous en sommes depuis le début de la mise en place de ce fonds de soutien à une enveloppe globale distribuée de 2 961 000 €, soit 69% de, je ne vais pas dire de ce qui était prévu parce qu'on l'a déjà abondé une fois. Donc c'est plus que ce qui était prévu initialement, mais on est à 69% de ce qui était budgété. L'occasion m'est donnée pour rappeler aux communes qui n'ont toujours pas déposé de dossier, et il y en a quelques-unes, oui, tu me regardes, tu souris, je ne vais pas dire que tu fais partie de cela, il y en a quelques-uns dans la salle, n'attendez pas le dernier moment pour demander. Clairement, je l'ai dit et redit, fin d'année prochaine, c'est fini. Hein, c'est pas comme les impôts, ça durera pas aussi longtemps. Donc, je pense que tous ceux qui ont bénéficié du fonds de soutien jusqu'à maintenant et qui l'ont sollicité, sont contents aussi du coup de pouce qu'on peut donner. On en parlait, c'est Gérard qui est le dernier copie, il en parlait. C'est vrai que c'est plus qu'un coup de pouce parfois parce que ça permet de faire des choses qui parfois n'étaient pas prévues ou n'auraient pas été faites s'il n'y avait pas eu ce petit coup de pouce. Alors, y a-t-il des questions sur ces attributions? Non. S'il n'y a pas de questions à passer au vote, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour ces communes. Merci Olivier. Et pour reprendre l'expression de Patrick, on a gardé le meilleur pour la fin. Evelyne Chouvier. C'est avec le permis de construire. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais ce sera le dernier point de toute façon. Donc moi, je vais vous parler d'un accueil en résidence du collectif X pour un projet permis de construire. Donc le service culture travaille avec le service urbanisme et on va essayer de définir auprès de nos habitants la notion de ce que c'est qu'un permis de construire pour eux. Alors on va travailler avec le collectif X qui est déjà connu puisque en 2018 on avait travaillé sur le quartier de Borgard avec eux et la ville de Montbrison bien évidemment. C'est un projet qui va se développer donc sur 4 communes, donc Montbrison, Boissel-et-Montrond, Saint-Georges-en-Couzan et Chambles. Et à partir de ces 4 communes, on aura un panel de ce qu'est notre territoire. Donc c'est une étude à la fois urbanistique, mais aussi sociologique. On va travailler donc avec un metteur en scène, un comédien qui est issu de la Comédie de Saint-Étienne. Et puis, on va travailler avec des étudiants de l'école, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'école d'urbanisme de Paris. Merci Christophe. Donc, les étudiants arrivent la semaine prochaine, donc ils vont faire ce travail d'enquête. Pierre m'a dit ils avaient déjà pris contact avec les communes, bien évidemment. L'Agglo apporte un soutien financier de 44 000 € sur cette action et c'est financé dans le cadre du projet culturel de territoire. Donc, on vous demande aujourd'hui d'approuver le contrat de résidence. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.
Bien, eh bien, est-ce qu'il y aurait des questions sur les décisions et les conventions contrats du président? S'il n'y en a pas, simplement vous dire que le 8 octobre, je crois, oui, le mardi 8 octobre, c'est la prochaine conférence des maires. Et le prochain conseil communautaire, lui, aura lieu le 15 octobre. Je vous remercie de votre attention et je remercie l'exécutif d'avoir été synthétique sur les présentations. On va partager comme ça le verre de l'amitié.